Bonjour, bienvenue donc sur cette session sur les pathologies duelles. Donc je m'appelle Marc Royacombe, je suis professeur d'addictologie à l'Université de Bordeaux, au CHU de Bordeaux à l'hôpital Charles Perrins. Et cette session est co-animée avec ma collègue, le professeur Laurence Lalanne. Je suis psychiatre et addictologue au CHU de Strasbourg et donc professeur d'addictologie et de psychiatrie à l'Université de Strasbourg. Et donc nous avons deux présentations cet après-midi et on va commencer par la présentation de Christopher Jones de Atlanta qui va finir de se présenter et qui va nous présenter une communication sur la consommation des opioïdes et les overdoses et l'état de santé psychiatrique dans le contexte nord-américain. Christopher Jones, if you hear us? Yes? Yes, I do. Very good. And so Thanks. Je vous entends très bien. Vous avez la parole. Je vous remercie. Je tiens à m'excuser de ne pas pouvoir être là en personnel, mais je le suis à distance. Christopher Jones, directeur du Centre national pour la prévention et le contrôle des troubles liés aux opioïdes. Je remets des liens qui existent entre les overdoses, l'opioïde, la santé mentale et le suicide. Rapidement, je vais rapidement récapituler où en est la crise des opioïdes en Amérique. Ceci mettra le cadre. Intersection des opioïdes et des autres troubles reliés à la consommation d'autres substances, la santé mentale et le suicide, décrirait les mécanismes sous-jacents qui contribuent à majorer ce risque de consommation de substances. Et ensuite, je parlais des stratégies de remédiation. Comme je vous l'ai dit, voici ici un rapide aperçu de la crise que connaissent également les États-Unis en ce moment, qui vous donne un petit peu le contexte historique. Pourquoi ce taux de décès par overdose, par surdose, regardez de 78 à 2020, vous voyez qu'en fait, il y a eu une croissance exponentielle de la mort due aux surdoses. J'ai étiqueté certaines périodes où il y a eu des drogues particulièrement problématiques. Dans les années 70, l'héroïne, ensuite le cocaïne, le crack dans les années 80-90, et ensuite, vous voyez la période des opioïdes qui se poursuit jusqu'au début des 2000, ensuite l'héroïne et plus récemment encore des opioïdes synthétiques comme le fentanyl. Je pense que certains pays sont confrontés à la même crise. Toujours est-il que nous avons vu des niveaux historiques de décès par surdose aux États-Unis et on prédit que plus de 100 000 de morts par overdose vont survenir en 2021, ce qui correspond à une augmentation très nette par rapport aux années précédentes. Pour nous, ces augmentations, c'est lié à la pandémie Covid-19, mais de toute façon, ce niveau augmentait déjà avant la crise du Covid-19, mais ça y a eu une accélération due à la pandémie, difficulté d'avoir accès aux soins, la pandémie a contribué à l'augmentation encore plus forte. La consommation d'opioïdes comme le fentanyl sont certainement les premiers moteurs de cette augmentation des décès, mais on voit également des augmentations dans les surdoses de stimulants, méthamphétamine et dans une moindre mesure la cocaïne. Comme je le disais, ces opioïdes sont incriminés, mais la façon dont les drogues sont consommées aux États-Unis évolue avec une combinaison de stimulants et d'opioïdes et l'injection d'opioïdes. Et on sait que ceci fait courir le risque d'une majoration des cas de surdose et de transmission. On voit également que sur le marché de la drogue aux États-Unis, l'existence de fentanyl, MMF comme on l'appelle ici,
s'est déplacée vers l'ouest des États-Unis, alors que la méthamphétamine a plutôt augmenté dans la partie est du pays, ce qui correspond à une prolifération des pilules de contrefaçon qui ressemblent à des médicaments prescrits sur ordonnance, mais contiennent des opioïdes, ce qui contribue bien sûr à l'approvisionnement de médicaments non autorisés, une exposition, parce que tout le monde n'est pas forcément au courant de la puissance des médicaments qu'ils utilisent, ce qui vient majorer la grise. Et pour ce qui est de notre sujet d'aujourd'hui, reconnaissons que les troubles mentaux vont ajouter un élément de complexité. Traiter ces troubles, y compris ceux qui sont dus aux opioïdes, devient donc de plus en plus problématique. Voilà. À propos de cette intersection entre l'utilisation de substances et le suicide, voici ce schéma. Je me suis particulièrement intéressée ces dernières années au-delà de ce qui se passe, la santé mentale ou utilisation de substances, comme si c'était une question isolée, comme par exemple les méthamphétamines ou les opioïdes. Mais il s'agit de bien reconnaître que des personnes qui utilisent des substances ou des personnes qui ont des troubles liés à cette utilisation utilisent plusieurs substances la plupart du temps, ont donc des troubles mixtes et on sait qu'il y a en concurrence également des difficultés au plan mental, des pathologies mentales. Voici une recherche qui a été publiée il y a quelques années. C'est une méta-survey qui est faite par notre ministère responsable. On s'attache à voir la prévalence des co-substances chez les adultes qui ont des problèmes liés à la prise d'opiacés. Vous voyez, ceci correspond à d'autres moyens. La nicotine, l'alcool, cannabis sont parmi les substances qui viennent causer des troubles le plus fréquemment en conjonction avec les cannabis, mais vous voyez que des minorités sont particulièrement affectées par la méthamphétamine. Et ce qui est particulièrement important dans cette étude, c'est qu'on voit la forte, coexistence de santé mentale. Le fait d'avoir eu une pathologie mentale récemment, 64% des patients ont ce problème. Et le fait d'avoir une maladie mentale sérieuse ou grave reflète un phénomène que l'on constate au quotidien. Cela affecte la qualité de vie. Vous savez que la majorité des adultes qui ont ces troubles ont d'autres troubles associés. Je crois que nous n'avons pas réussi à voir dans le passé que pour vraiment progresser, pour traiter ces troubles liés aux opioïdes, il faut avoir un système qui permette de remédier au problème de la prise de co-médication, de co-substances. Même étude, lorsqu'il y a des troubles qui existent en même temps, on passe à côté des possibilités de traiter ces problèmes. 38%, avons-nous constaté, des adultes qui ont ces problèmes reçoivent un traitement, ont reçu un traitement au cours de l'année précédente. Parmi ceux qui ont à la fois le SUD, OID et une maladie mentale ou qui ont le SUD, un traitement, on voit que 38% ont reçu un traitement. Maintenant, le traitement de la maladie mentale. Là, ça se passe un peu mieux. Vous voyez quelques 55% des personnes qui ont des troubles liés à la prise d'opioïdes et qui ont été traitées pour leur santé mentale. 2 tiers de ces personnes qui ont ces troubles ou des pathologies mentales graves ont bénéficié d'un traitement dans l'année précédente. Mais je crois que les conclusions sont encore plus inquiétantes. Regardons maintenant si les personnes qui ont été traitées à la fois pour des troubles dus à la substance et un problème de santé mentale, lorsqu'il y a à la fois un SUD et un problème mental, vous voyez que 25% seulement ont eu des traitements pour les deux et 30% ont reçu à la fois un traitement pour ces deux problèmes l'année dernière. Ce qui
nous donne toute l'attitude, on peut vraiment améliorer l'accès aux soins. Autre message important que l'on peut retirer de cette étude, c'est que même si des personnes qui ont eu ces troubles, ces pathologies sont plus susceptibles d'avoir été traitées, ils n'ont pas reçu un traitement visant à limiter leur consommation de drogue. On les traite pour leur santé mentale, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils sont traités pour lutter contre leur toxicomanie. Vous voyez, ceci limite la possibilité que nous avons de les traiter pour les deux problèmes à la fois. On constate aussi le rôle de la santé mentale sur la totalité des décès. C'est un système de surveillance qui reflète la mort par surdose dans la majorité des États des États-Unis. Et vous voyez qu'il y a un certain nombre de facteurs contextuels à prendre en compte chez les personnes qui décèdent d'une surdose. Ceci est ventilé selon le type de drogue impliquée, mais vous voyez qu'au total, quelques 25% des personnes qui décèdent d'une overdose, d'une surdose, avaient un diagnostic pour problème mental. Et vous voyez qu'il y a d'autres facteurs, comme le fait d'avoir passé du temps dans une institution, un établissement de soins, ou d'avoir déjà été traité pour le même problème. Le fait qu'il y ait d'autres facteurs de risque qu'il fasse une overdose, ça c'est une sous-estimation, mais on sait que c'est un diagnostic qui pose la santé mentale. Donc il y a une interaction avec le risque de faire une overdose. On constate également qu'il existe un lien entre l'abus d'opioïdes, de prescription et le suicide. Ça, c'est une étude récente chez les étudiants. On regarde la relation qui existe entre l'abus d'opioïdes prescrits et le suicide. Vous voyez que parmi le fait d'avoir fait une tentative de suicide, d'avoir déjà fait une tentative ou de s'être senti désespéré, les personnes qui ont utilisé des opioïdes qui leur ont été prescrits, mais qui abusent des opioïdes au cours des 30 jours précédents, ont un risque élevé de se suicider, même après, même si l'on fait intervenir d'autres facteurs comme le sexe, le genre ou la race. Ici encore, je crois que ceci souligne ce lien entre la consommation de substances, la santé mentale, la détresse psychologique. Il y a beaucoup de facteurs de risque partagés, mais facteurs de protection également à prendre en compte pour remédier à ce problème. J'en arrive maintenant à la façon dont nous abordons la prévention et les mécanismes sous-jacents qui risquent d'augmenter le risque de problèmes mentaux. Chez nous, nous nous intéressons depuis longtemps au traumatisme, ce qu'on appelle une enfance défavorisée, c'est-à-dire une certaine adversité rencontrée au cours des premières périodes de l'existence. Ce concept d'expérience adverse provient d'une étude lancée par Hayes au début des années 80. On essayait de voir comment les premiers événements de la vie peuvent contribuer à des résultats comme des maladies chroniques, une mortalité précoce ou des comportements à risque. ACE, expérience averse pendant l'enfance, ACE, et ensuite, si l'on grandit dans une famille où il y a des problèmes de consommation, surconsommation de drogue ou de violence familiale, ou avoir d'un proche en prison, ou encore le divorce des parents. Mais au fil du temps, on a bien vu qu'il y avait d'autres événements qui interviennent, qui surviennent
aux jeunes pendant les premières années de la vie qui peuvent jouer un rôle également, qui viennent s'ajouter comme le fait d'être harcelé par ses camarades de classe, assister à des scènes de violence au sein de votre communauté ou à l'école, voire être sans abri ou bien voir la mort d'un parent, peut-être un événement traumatisant, bien sûr, expérience qui va se répercuter tout au long de la vie. Et aux États-Unis, nous estimons que 61% des adultes ont connu au moins un épisode de ce type et une personne sur 6 a connu au moins 4 ACEs. Ça, c'est important. La charge de ces expériences lorsque ça accumule. Le fait d'être exposé à ces risques n'est pas uniformément réparti dans la population américaine, ont tendance à avoir une prévalence d'ACE plus forte dans les communautés de couleur, les gens qui sont moins éduqués ou dont le statut économique est moins favorisé, ou encore les membres de la communauté des LGBT. Nous avons derrière nous une vingtaine d'années de recherche qui établissent un lien net entre ces expériences pénibles vécues pendant l'enfance et les risques majorés de dépression, d'anxiété, de pathologies mentales, la santé mentale, l'abus de drogue, les maladies chroniques et des causes de mort précoce, ainsi que les opportunités dont on a joui pendant l'enfance ou pendant la prime jeunesse. Comment se fait-il que ces événements de la vie, des premières années de la vie, se répercutent pendant toute la vie? Eh bien, ça se résume, ou ça peut se résumer au fait que le système du cerveau qui est exposé à des substances chimiques stressantes. Le stress, finalement, ça fait partie normalement de la croissance, du développement normal d'une personne. Mais lorsqu'une personne est exposée de façon répétée à des événements qui sont des causes de stress, ou une instabilité dans la famille, une imprévisibilité dans la famille, le climat familial, les stress toxiques vont s'accumuler et produire des effets très néfastes sur les systèmes des circuits mentaux, du cerveau, la façon dont le corps, et pas simplement le cerveau, réagit, comment est-ce qu'on gère les phobies ou autres situations, et finalement comment nos décisions, notre système exécutif va évoluer. Ce que l'on voit ici, c'est valable pour la prise de drogue ou la santé mentale, une dérégulation du réseau neuronal, la façon dont nous traitons nos émotions ou comment on comprend la récompense, le besoin, comment on perçoit le besoin de récompense. On voit bien que si l'on arrivait à réduire l'exposition à des stress toxiques avec les effets cumulés qu'il produit, nous pourrions éventuellement réduire la consommation de substances qui constitue un problème pour la santé physique. Ceci étant prêté à une première étude ACE menée par le CDC où on s'est intéressé à l'effet cumulé des ACE, vous voyez que ici c'est l'exposition à 1, 2, 3, 4 ACEs ou plus, et les risques que représente le fait de fumer, s'être injecté des drogues. Et vous voyez une relation de cause à effet très claire. Plus le nombre de ACE est important, auquel on est exposé, plus il est probable qu'on va s'engager dans la voie des consommations de drogue. Ça peut être le tabac ou ça peut être d'autres drogues, jusqu'à l'injection de drogue. Et les recherches sur le cerveau le prouvent dans le contexte d'autres substances, mais je vous en fais l'économie parce que je n'ai pas le temps de tout vous dire. Il s'agit ici d'un résumé qui reflète la littérature contemporaine. Pour ce qui est des opioïdes, la prescription ou l'abus d'opioïdes à New York et New York City, on s'est intéressé à la prévalence des ACEs et vous voyez à gauche différents types d'événements de ACEs auxquels une personne peut être exposée, où la prévalence assez forte chez les gens qui prennent des opioïdes, mais on constate également que pour toute ACE additionnelle supplémentaire,
supplémentaire, les personnes vont peut-être s'engager dans des comportements d'opioïdes à un âge plus jeune, s'injecter ou renifler des opioïdes. Et vous voyez que 90% des personnes dans cette cohorte ont déjà eu au moins un S et 50% quasiment en ont connu 3 ou 4. Vous voyez que ceci souligne l'impact potentiel des ACEs et les possibilités de prévenir. Comment intervenir le plus en amont possible pour réduire ces problèmes et causer le moins possible de préjudice. De la même façon, on voit ce même lien entre l'exposition aux ACEs et le risque de suicide. Ça, c'est une étude qui s'est intéressée au nombre d'ACE et les différents types de ACEs et leur relation avec la tendance à se suicider. Vous voyez que la relation de cause à effet, au fur et à mesure que le nombre augmente, vous voyez que le risque est majoré, mais indépendamment du type de ACE il s'agit, on constate qu'il y a une augmentation du risque de suicide, de tentative de suicide. La bonne nouvelle, c'est que si l'on sait que ces événements, ces ACEs majorent le risque, il n'est pas inévitable qu'ils vont effectivement contribuer au risque dans la mesure où il y a des programmes qui sont mis en place, des politiques, des mesures politiques qui sont déclenchées. Ça, c'est un exemple de l'étude de recherche qui essaie de voir quels sont les facteurs protectifs qui peuvent intervenir dans ce contexte, même chez les gens qui ont été exposés à des ACEs. Et cette étude permet de constater que les facteurs de protection, de la résilience, la bonne communication au sein de la famille, le fait d'être scolarisé, le fait d'avoir un rôle modèle, quelqu'un qu'on cherche à imiter, ou le fait d'avoir un modèle non parental, mais un adulte qui vous guide dans la vie, est très positif tout au long de la vie. Et ceci nous amène à dire, d'accord, si on sait que les ACE peuvent contribuer au risque, qu'est-ce qu'on peut faire pour atténuer l'impact de ces ACEs? Suivante, s'il vous plaît. Dia suivante. Chez nous, on étudie le moindre bien-être psychologique. Et bien sûr, on essaie de voir comment on peut chercher à prévenir le préjudice en faisant intervenir un meilleur accès à des traitements locaux, intervenir le plus en amont possible et continuer à chercher à comprendre comment évolue cette crise. Tout cela, ce sont des activités très valables, mais tout aussi important de réfléchir à la stratégie au long cours et tenter une prévention à long terme en mettant l'accent sur la prévention des événements défavorables dans la jeune enfance pour réduire le nombre de personnes qui seront amenées à prendre des drogues, qui auront des difficultés de ce côté-là. CDC a opérationnalisé le concept de prévention. Le concept est un concept de réseau. Comment les communautés, la société peuvent agir pour encourager la résilience en passant par un environnement équitable, avoir des relations positives, bon développement harmonieux des compétences. Vous voyez qu'en travaillant sur les ACEs, on peut bien sûr ne pas se concentrer sur les ACEs les plus traditionnels, mais également il faut voir le contexte, le prendre en compte, parce que dans certaines communautés, les ACEs sont vraiment exacerbés. Par exemple, des mauvaises conditions de logement, du risque de discrimination, pauvreté chronique, autant de facteurs qui vont contribuer au fardeau que représentent les ACEs. Et nous avons un système qui permet de faire passer, en fait, c'est un schéma directeur qui dit comment prévenir les ACEs. L'idée étant de mettre en place les conditions d'un meilleur équilibre où les enfants seraient à la fois protégés et les adultes plus attentifs. Nos programmes
cadre avec 5 domaines: renforcer le soutien économique accordé aux familles, des normes sociales qui permettent de protéger contre la violence et l'adversité, permettre aux enfants de partir d'un bon pied dans la vie, permet de renforcer les compétences qui vont permettre aux parents et aux jeunes de soulager le stress, de mieux gérer les émotions. Je n'ai pas le temps, bien sûr, d'entrer dans le détail de chacune de ces pistes, mais il y a dans chacun de ces domaines des pratiques favorables. Si elles sont vraiment mises en œuvre, elles ont le potentiel de réduire le risque et son impact à long terme. Je voulais ici mettre en exergue 2 interventions programmatiques qui font partie de notre stratégie de prévention des décès. La première, c'est le partenariat infirmier-famille. C'est un programme qui fait le lien entre les femmes enceintes et les infirmiers. Il y a des visites à domicile, ceci pendant les 2 premières années, c'est-à-dire depuis la grossesse jusqu'à l'âge de 2 ans. Et c'est un programme très efficace qui permet aux parents à mieux comprendre à quel point ces 2 premières années d'existence sont critiques, comment répondre à certaines questions et préparer les parents à assumer leur rôle. Dans le cadre d'études randomisées, le bénéfice, l'intérêt de ce type d'intervention a été prouvé, démontré, y compris une étude qui s'intéresse à un suivi de 15 ans. Les mères certaines familles qui ont eu recours à ce programme, ça a eu des résultats également au plan de la justice. Donc, c'est tout à fait positif pour les personnes, les enceintes, les femmes enceintes, mais aussi au niveau des enfants. La personne qui est exposée au programme, lorsque son enfant avait 12 ans, a constaté qu'elle prenait moins d'alcool, de marijuana ou d'autres drogues et que ça lui permettait de limiter sa consommation d'alcool. Vous voyez que la 2e année de vie, ce qui a été fait pendant cette année, a été à la fois bénéfique pour la mère et pour le jeune enfant. Et il y a aussi les programmes d'enseignement socio-émotionnel chez les jeunes qui sont conçus pour aider les jeunes, les enfants qui subissent des conflits. Donc, il s'agit de formation aux compétences de vie, au renforcement des familles. Il s'agit de voir comment élever des enfants sains. Ce sont des programmes qui sont menés dans les écoles élémentaires et qui développent les apprentissages émotionnels. Mais il semble que quand ces programmes sont bien menés, ils permettent de réduire l'utilisation de substances pour toute une série de substances chez les jeunes, chez les jeunes adultes. Et notamment pour les femmes qui ont des enfants d'une douzaine d'années. On s'est aperçu aussi qu'il y avait un impact multigénérationnel sur le fait d'élever des enfants en bonne santé avec ce programme qui sert de prévention à l'école. Les enfants qui ont été exposés à ce type de programme ont un effet qui retombe aussi sur la génération suivante. Donc, il est important, quand on essaye de réfléchir à la manière de relever tous ces défis et de se dire qu'il y a un travail de prévention à mener en amont pour réduire les impacts à long terme de ce problème de santé publique majeur. Alors, très brièvement, je vais vous dire ce que fait le Center for Disease Control, essentiellement pour un public américain, mais au CDC, on a un programme d'1 milliard de dollars qui s'appelle Données d'overdose pour l'action, OD2A. Il s'agit de travailler avec les villes américaines pour mettre en œuvre des efforts de prévention et de mener aussi des efforts au niveau local pour prévenir les overdoses, avec notamment des liens vis-à-vis des services de prise en charge, de réduction du mal et des activités de prévention.
On a aussi un programme qui qui finance 6 juridictions pour travailler sur les expériences d'enfance. Ça s'appelle Empêcher les As, donner un programme de données pour l'action. Il s'agit de comprendre l'impact de ces événements d'enfance sur la population et d'avoir des stratégies basées sur des données factuelles qui permettent de réduire les ACE dans la population. C'est un programme qui a démarré il y a environ 2 ans et il est certain qu'il est nécessaire d'étendre ce programme. Pour conclure, j'aimerais pointer un certain nombre de choses. Aux États-Unis, nous continuons à voir cette crise d'overdose qui continue à augmenter et qui est notamment tiré par ce marché des drogues illégales et le changement dans les usages. Il semble que l'on rate certaines opportunités de traitement et de traitement aussi de troubles mentaux connexes et il est important, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'étendre l'accès aux traitements et aux services de récupération et de réduction du mal, mais il est aussi important d'avoir des programmes de prévention qui se basent sur les pratiques. Il est important de se concentrer sur la prévention des ACE qui peuvent avoir un impact profond si l'on veut lutter contre ces problèmes de santé mentale et d'overdose aux États-Unis. Voilà, j'en ai terminé. Je serais ravie de répondre à vos questions. Thank you, Dr. Jones. Merci, Dr. Jones. Y a-t-il des questions dans la salle pour le Dr. Jones? Il n'y a pas de questions? Moi, j'en ai une à vous poser. Yes, I asked my question. Did you quote the severity of traumatic? Est-ce que vous avez regardé la sévérité de l'exposition traumatique des personnes qui étaient dans la cohorte, c'est-à-dire l'importance de leur exposition à des traumas dans l'enfance ou plus tard? Est-ce que vous avez vu une différence dans l'usage des opiacés en fonction de cela? Réponse, oui. On s'est aperçu que les personnes qui avaient été exposées à davantage d'événements dans l'enfance, de ACE dans l'enfance, risquent plus des problèmes de consommation d'opiacés ou d'injection que des individus qui ont eu soit moins d'exposition à des ACE, soit aucune exposition à ces événements traumatiques. Et c'est assez cohérent pour l'ensemble des substances. On a fait une analyse, on a regardé l'utilisation des stimulants et on voit un schéma assez analogue. Ceux qui ont eu plus de ACE dans leur enfance risquent davantage de troubles ou risquent de commencer à abuser des substances plus tôt dans leur vie et avoir des schémas d'usage qui sont davantage à risque. Merci de votre présentation qui a été fantastique. Je voulais vous poser une question. Vous avez présenté un graphique qui montre les différentes vagues d'utilisation des opiacés aux États-Unis en allant de l'héroïne au crack et aux drogues de synthèse. Est-ce que vous observez la même chose dans d'autres parties du monde avec des vagues différentes de substances différentes? Réponse, eh bien oui. Je pense que le Canada et l'Australie ont une expérience qui est assez analogue à notre expérience aux États-Unis, avec clairement vers la fin des années 90, début des années 2000, où la prescription des opiacés a amené à des décès par overdose. Et il y a aussi le fentanyl au Canada, moins en Australie. Mais maintenant, il y a aussi les méthamphétamines.
De ce que je sais des rapports sur l'Union européenne, il y a des changements qui s'observent, mais il semble que l'augmentation des décès par overdose soit analogue à la nôtre. Il y a des pays qui ont été touchés par le fentanyl pendant les années, tels que l'Estonie, qui ont des courbes d'overdose plus importantes que d'autres pays. Mais je dirais que pour ce qui est de notre situation, le Canada est le plus proche et l'Australie a également des similitudes avec notre situation. Merci beaucoup, Dr. Jones, de la clarté de votre présentation et de vos réponses. Nous allons donc passer à la présentation suivante qui nous est faite par Ikro Maremani, qui va nous parler des troubles duels chez les patients. Et c'est à vous, Monsieur Maremani. Pathologie duel et troubles liés aux opioïdes. Merci beaucoup de m'avoir invité à ce congrès. Le titre de ma présentation d'aujourd'hui est en fait une question. Les dépressions bipolaires chez les patients addicts ou dépression duale chez les patients qui n'ont pas de troubles duels, ça, qu'en est-il? Alors tout d'abord, je voudrais dire que le WAD est né pour parler des nouveaux paradigmes de la neuroscience et comprendre la nouvelle ère de la psychiatrie. À l'avenir, nous ne pouvons éviter d'être des experts en troubles, en pathologie duel, car nous en sommes déjà à 50%. Tout cela va augmenter dans les années à venir. Mais d'abord et avant tout, WAD est né pour éviter des syndromes étendus par le passé, c'est-à-dire des addictions qui étaient souvent vus comme séparés par le passé. Que se passe-t-il quand les services ne communiquent pas entre eux? Eh bien, on se trouve face au fameux syndrome de la mauvaise porte, c'est-à-dire que les psychiatres qui trouvent un patient psychotique qui utilise du cannabis va tendre à l'envoyer en service d'addiction ou ne pourra pas poser le diagnostic qui permettra de prescrire les médicaments qui conviennent. Vous avez ici la description de ce fameux syndrome de la mauvaise porte en Slovénie, où les unités d'addictologie et de psychiatrie sont séparées. Comme vous le voyez, quand un patient sous traitement mental indique qu'il est déprimé, anxieux, ou qu'il somatise, ou qu'il a des signes de cessation, à ce moment-là, on le met sous psychotique. Si, après traitement de maintenance, le patient continue à avoir des symptômes, à ce moment-là, on lui prescrit des antipsychotiques. Alors, en général, les psychiatres donnent de la buprenorphine car en Slovénie, ils ne sont pas en mesure de reconnaître lorsqu'il y a un patient qui est qui est en manque et qui a besoin d'un traitement à la méthadone. Mais revenons d'abord à ma première question. Quand un patient exprime un trouble duel, on se demande si c'est une dépression bipolaire ou unipolaire. Est-ce que il faut voir ce qu'il en est? Ici, vous avez nos connaissances passées à gauche, la fréquence des problèmes d'après les critères DSM ou CIM à plusieurs étapes
Vous avez 54% dans la rue, 34% au début du traitement. Et pendant le traitement, vous avez traitement thérapeutique communautaire 30 à 46% et 23% ont des épisodes avec maintenance sous méthadone. Et 48%, entre 48 et 70% sont sous méthadone à vie. Et pendant la diminution de la méthadone, 62%, et après, 25%. À droite, vous avez le type de dépression, y compris quelques cas de dépression typique. La plupart des dépressions ont été classées selon l'indice. La dépression bipolaire était mal connue jusqu'à ce qu'on s'aperçoive que cette bipolarité atteignait près de 50%. Ici, vous avez les premiers patients admis à l'hôpital Santa Chiara à Pise. Vous voyez que la bipolarité est plus fréquente que l'unipolarité, ce qui n'est pas surprenant en soi, parce que la dépression sévère demande quasiment toujours une hospitalisation. Mais chez les héroïnomanes, les patients bipolaires sont surreprésentés. Dans notre clinique, d'un autre côté, chez les patients en ambulatoire, on avait les deux, mais les bipolaires, cette fois-là, étaient quasiment uniquement des bipolaires 2, avec des caractéristiques d'épisodes dépressifs. On a aussi regardé le lien avec les troubles psychiatriques et la présence de tempérament. 1 sur 40 patients n'a pas eu de réaction relevant du trouble du spectre bipolaire. Ici, vous avez les éléments qui sont assez homogènes du point de vue psychosocial. Mais là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un lien entre la dépression bipolaire et l'augmentation de l'usage de substances, notamment d'opiacés et de stimulants. L'utilisation de speedball caractérise la dépression bipolaire. Ce qu'on a dit jusqu'à présent, c'est qu'il semblerait qu'il faille aller vers une perspective unitaire du spectre bipolaire et de l'utilisation et des troubles de la consommation de substances. On a montré que les tempéraments affectifs, notamment sous forme cyclotimique, caractérisent les héroïnomanes et les alcooliques déprimés cyclotimiques. On a montré également que ces caractéristiques ne dépendaient pas de la présence d'un trouble duel. On a également montré que l'utilisation de plusieurs substances, notamment de stimulants et de sédatifs en parallèle, est également liée à la bipolarité et implique notamment les héroïnomanes et les alcooliques. L'impulsivité d'un patient qui a un problème de consommation est également liée à la bipolarité, mais on s'est demandé si ça affectait la violence et le caractère suicidaire. Et on observe cette forte propension chez les patients qui ont un trouble duel. En fait, le caractère suicidaire se trouve également chez des patients qui n'ont pas de trouble duel. Et nous pensons que cette dimension, ainsi que le caractère dépressif, caractérise la psychopathologie spécifique des problèmes de consommation. Par ailleurs, la dépression bipolaire est également caractérisée par une augmentation de l'usage des drogues sociales telles que le tabac et le café, mais pas du chocolat.
Dans cette étude, les héroïnomanes bipolaires ont tendance à utiliser à avoir une polyaddiction et d'avoir des problèmes d'état affectif, hypomanie, manie, état mixte, dépression. Comme vous le voyez, les patients qui ont des épisodes dépressifs utilisent plus fréquemment des benzodiazépines non prescrits. Ils ont tendance aussi à utiliser davantage de stimulants pendant les épisodes hypomaniques, alors que les cannabis et les stimulants sont plus utilisés pour les épisodes maniaques. Et il y a aussi l'utilisation pendant les épisodes mixtes. Alors cette étude va dans le sens du fait que l'augmentation de la bonne humeur apporte des expériences qui sont une récompense et qui ainsi permet de démarrer ou de prolonger la bipolarité avec des stimulants. Et ainsi, cette utilisation est plus courante en phase de hausse que de baisse. Et ensuite, on a regardé les trajectoires possibles d'usage des substances. Dans le cas de bipolaires qui ne sont pas traités correctement pour leur addiction aux opiacés, on a des patients qui se tournent vers l'alcool en plus d'essayer d'arrêter l'utilisation de l'héroïne ou en tout cas après. Et sinon, ils deviennent petit à petit dépressifs. Les patients bipolaires 1 ont besoin de traitements avec des agonistes opioïdes et les héroïnomanes ont besoin d'un traitement ajusté par agoniste opioïde. Ce traitement doit être utilisé avec des dosages plus importants que le standard. Pourquoi davantage de méthadone ou de buprenorphine pour ces patients-là, les héroïnomanes 1? Parce qu'il faut contrôler des niveaux cumulés d'opiacés. En fait, on a cette dette d'opiacés. Alors, il y a d'abord la dette qui représente la gravité de la maladie. Deuxième niveau, vous avez la présence éventuelle d'un syndrome douloureux. Dans ce cas-là, il faut accroître le dosage et non le diminuer. Vous avez ensuite ce qu'on appelle la dette psychopathologique qui est due à la présence du trouble duel, mais aussi de cette psychopathologie qui est spécifique à l'utilisation de la substance. Et bien sûr, cela dépend de la présence et de la sévérité. Bien entendu, les héroïnomanes ont tendance à avoir moins de résistance au stress. Et on a donc un spectre de résistance au stress chez les héroïnomanes et on voit cette diminution de la résistance au stress par rapport aux événements normaux de la vie. Alors, est-ce que la dépression doit toujours être considérée comme un trouble duel? Et comme vous le voyez, la dépression est dominante, mais on a une mauvaise corrélation avec la présence d'un trouble duel concomitant. Pourquoi est-ce qu'on a si souvent ces dépressions qui ne sont pas liées à un trouble duel? Nous pensons que c'est dû au fait que nos patients sont addicts. Une seule maladie psychiatrique sans psychopathologie est considérée comme une seule affection. Or, ce n'est pas vrai. Il y a une dizaine d'années, on a découvert l'existence d'une psychopathologie
spécifiques aux héroïnomanes, et notamment, on s'est demandé s'il fallait inclure dans le diagnostic l'anxiété, l'humeur et les déréglementations des contrôles du contrôle de l'impulsion. On a conclu qu'il y avait effectivement une psychopathologie spécifique des héroïnomanes et qu'elle n'avait pas les mêmes dimensions que chez les autres patients psychiatriques. On a notamment le fait de se sentir piégé, de ne rien valoir, les symptômes somatiques, la sensibilité psychotique, l'anxiété, la panique, la violence et le suicide. Le fait d'être piégé ou de ne rien valoir est représentatif de la dépression duelle, et c'est assez semblable à un syndrome de sevrage d'opiacés. Alors, bien entendu, on a regardé les psychoses sensibles. Tout cela dépend de la rédaction du patient à la stigmatisation vis-à-vis des drogués, et l'anxiété et la panique sont probablement liées à la présence de récepteurs opioïdes dans le centre des attaques de panique. Tout cela doit encore être vérifié. Il faut voir si la dépression des drogués est la même que les autres dépressions, ou s'il y a des variantes dépressives spécifiques. D'un autre côté, on connaît déjà les syndromes dépressifs des drogués, avec le syndrome post-sevrage, la récompense et le côté de se sentir piégé. Mais ils n'ont pas tous les autres critères diagnostiques des autres grandes dépressions. Ici, vous voyez que le premier symptôme qui entraîne le facteur de se sentir qu'on ne vaut rien ou qu'on est piégé, ça va être un début de dépression. Puis apparaissent d'autres symptômes qui appartiennent à d'autres groupes diagnostiques, des comportements compulsifs et différents symptômes. Il faut se souvenir que les symptômes, comme le fait de ne pas avoir d'énergie ou d'être ralenti ou de penser à mettre fin à sa vie ou de pleurer facilement, sont trouvés chez les déprimés qui ne sont pas addicts, alors qu'on les trouve on ne les trouve pas chez les déprimés drogués. Comparer les personnes toxicodépendantes déprimées par rapport aux non déprimées montre que les symptômes les plus classiques sont plus souvent trouvés chez les dépressifs non toxicomanes, et en même temps des toxicomanes dépressifs ont des symptômes qui sont de manière prédominante non dépressifs par rapport aux dépressifs non toxicomanes. Et les dépressifs à gauche, si on les compare avec les héroïnomanes non dépressifs. Après, le fait de ne pas trop s'inquiéter, c'est un signe de dépression qui distingue les héroïnomanes non dépressifs des dépressifs. Plus précisément, le point qui distingue la dépression des héroïnomanes par rapport à la dépression des non-toxicomanes peut être regroupé en deux dimensions. Un, qui est la sensibilité et la réactivité de l'humeur, et le deuxième, qui est la psychasthénie. Alors, pour mieux comprendre l'origine de ces deux dernières dimensions, il faut considérer le cycle de l'addiction et le résultat, l'issue de l'addiction. Car la pathologie est caractérisée par l'alternance d'intoxication et d'autodésintoxication, avec une perte progressive de la capacité à se sentir récompensé, satisfait par des activités normales de la vie quotidienne.
Donc à la fin de l'évolution, l'anédonie devient dominante. Nous sommes convaincus que la dimension est en fait la somme des symptômes de la dépression avec les symptômes négatifs liés à la sortie de l'addiction. Les syndromes post-retrait, l'euphorie, la dysphorie et les syndromes dépressifs. La double dépression est caractérisée par la présence de symptômes standards qui sont dus à l'issue du processus d'addiction, et cette symptomatologie dépressive est liée à l'addiction et pas à la présence des comorbidités, des troubles psychiatriques de comorbidité. D'ailleurs, nous n'avons pas trouvé de différence entre les non détoxifiés, désintoxiqués et les désintoxiqués dans la communauté des toxicomanes, entre les alcooliques et les héroïnomanes avec un usage secondaire d'alcool ou de cocaïne. Parmi les alcooliques héroïnomanes, c'est très rare de les trouver en utilisation unique, mais on en trouve si on traite des milliers de personnes. Entre les héroïnomanes et ayant des comorbidités psychiatriques et ceux qui n'ont pas de comorbidité psychiatrique. Et enfin, parmi les migrants, les héroïnomanes italiens ou migrants ou bien slovènes et italiens. Toujours héroïnomanes. Dans la partie droite de la diapositive, vous pouvez voir une curiosité. Comment nous avons décidé du type de traitement en fonction du sexe de nos patients, qu'ils étaient femmes ou hommes. Les hommes plus sévèrement dépressifs sont en général traités par la méthadone ou la buprenorphine, et les femmes plus sévèrement dépressives sont traitées au sein de la communauté thérapeutique. La stigmatisation par rapport au sexe pour le traitement par opiacés ou OAT en anglais. Et la dernière diapositive vous fait voir l'impact du subtype psychopathologique sur le taux de rétention des patients ayant un trouble d'utilisation d'une substance. Et il est possible aussi d'utiliser le traitement par les agonistes du récepteur des opiacés, mais cela peut s'avérer utilisé aussi, pratique aussi par les gens traités dans les centres communautaires. Notez que les cocaïnomanes sont sujets à avoir les pires résultats dans la communauté thérapeutique, alors que les alcooliques sont ceux qui auraient plutôt tendance à avoir les meilleurs résultats, en tout cas en Italie. Et les sujets qui montrent des symptômes prédominants, à prédominance de sentiment de n'être personne, de ne rien valoir, semblent être les premiers à obtenir les bons résultats. À la fin de ma présentation, je voudrais maintenant vous montrer quel est le destin de ce trouble pendant un traitement par des agonistes des récepteurs des opioïdes. Après 30 ans de traitement par les opioïdes, la psychopathologie est toujours à des niveaux minimums et il n'y a plus de patients qui sont dominants dans leur sentiment de n'être rien. Cela dit, si l'on considère la destinée des du spectre des troubles post-traumatiques chez les héroïnomanes, sur 7 patients traités pendant plus de 20 ans, il n'y en a que 2 qui ne montraient plus de ce spectre, alors que 4 de ces patients étaient encore symptomatiques. Remarquez que l'un des patients, après une période assez longue de traitement, a pris des doses de traitement par opioïdes de 30 mg de méthadone, continuait néanmoins à avoir un spectre de troubles de stress post-traumatique assez important. Ce patient a été ensuite désintoxiqué et rééduqué. Il a pu retrouver une vie sociale et n'utilise plus de substances illégales depuis maintenant plusieurs années. Je vais donc conclure. Jusqu'à maintenant, je peux vous dire que la symptomatologie dépressive chez les héroïnomanes est liée à la présence d'une pathologie duelle ou bien est la conséquence psychiatrique d'un processus addictif
c'est-à-dire le craving et les rechutes. Et nous avons des implications liées au traitement. La dépression de type bipolaire dans les héroïnomanes nécessite un traitement par les opioïdes bien ajusté. Et chez tous les patients, les traitements par les agonistes des récepteurs des opioïdes ne devraient jamais être interrompus chez les patients qui répondent bien lorsque la dépression duelle est toujours prédominante. Quelles sont les implications cliniques? Eh bien, chez les patients souffrant de pathologie duelle, la dépression est d'un type bipolaire, et chez les patients qui n'ont pas cette pathologie duelle, il faut envisager un syndrome d'une variante dépressive que l'on peut appeler une dépression duelle. Merci beaucoup pour votre attention. Thank you, Icro, Merci infiniment, Icro, pour cette excellente présentation, comme toujours, right on time. et pour avoir fini juste à l'heure, et pour The General Assembly of the WAD Association. avoir été à l'heure, parce que vous aviez aussi l'Assemblée générale de l'association WAD cet après-midi. Quelques questions. Oui. Donc, levez la main pour qu'un micro vienne vers vous. To start as an initial, Alors, je vais ouvrir le feu, Icro. so you document very well Vous avez extrêmement bien documenté psychiatric le symptoms fait que les symptômes psychiatriques in dual disorder, dans les pathologies duelles et opioid use disorder, dans les troubles liés à l'utilisation des opioïdes, des opiacés, devraient être traités dans un premier temps avec un dosage optimum de méthanone ou de buprenorphine and dans le cadre d'un traitement par les agonistes des récepteurs des opiacés. what À moment quel moment would it be est-ce appropriate qu'il sera judicieux ensuite d'introduire... the bipolar spectrum Parce que, bon, il y a ce spectre bipolaire dual disorder at what's dans la pathologie duelle. Donc, quel serait le moment où il serait le plus judicieux d'introduire lithium or equivalent? un médicament comme le lithium ou l'équivalent par rapport à la méthadone et au buproprénol? Mais, vous savez, le souci, c'est qu'en règle générale, dans la dépression bipolaire, ce n'est pas une bonne idée de traiter ce type de dépression avec des antidépresseurs, parce que le risque, c'est qu'on bascule vers des épisodes maniques. Chez les héroïnomanes, en fait, c'est un stimulus qui augmente l'utilisation des substances illicites et au contraire de le diminuer. Dans notre expérience, la priorité du traitement est surtout liée à l'addiction. Il est essentiel que l'on contrôle l'addiction dans un premier temps. Ensuite, si ça ne suffit pas, on va pouvoir introduire autre chose. Mais à notre sens, des antidépresseurs à action dopaminergique, noradrénergique, parce qu'il y a un risque. À long terme, cela implique la présence d'une hypophorie chez les patients, et l'hypophorie plus la dépression, ça nécessite un traitement pro-dopaminergique. À la fin d'un traitement par méthadone, pendant peut-être 6 mois, après la fin du traitement, on utilise des antidépresseurs dopaminergiques pour justement réduire le risque de rechute. C'est lié à cette symptomatologie hypophorique qui pourrait toujours être présente après l'interruption du traitement par méthadone ou buprenorphine. Moi, je pense personnellement que ce qui est nouveau, c'est que on comprend maintenant qu'il faut d'abord traiter l'addiction et ensuite les comorbidités psychiatriques. Le lithium, c'est bien, c'est vraiment bien, mais il est difficile d'utiliser le lithium chez des gens souffrant d'addiction.
parce que nous devons nous respecter un certain nombre de règles. Et l'acide valproïque, à mon sens, est meilleur. C'est plus sûr. La carbamazépine aussi, pour une symptomatologie temporaire. Et ça permet de diminuer les niveaux sanguins de méthadone. Mais attention aussi avec la carbamazépine et la sacarbamazépine. Nos patients traités ayant des niveaux plus élevés de méthadone ont été co-traités avec l'acide valproïque. Et là, ils interfèrent, qui interfèrent très peu avec les niveaux sanguins d'opiacés. Mais bon, après, c'est un peu compliqué. Oui, c'est effectivement un problème épineux. Mais en conclusion, il faut traiter dans un premier temps l'addiction de manière agressive et ensuite la pathologie duel. Absolument, surtout pour les héroïnomanes. Le problème est un peu différent chez ceux qui ne sont pas héroïnomanes. L'addiction à l'héroïne trace vraiment la limite de traitement pour la dépression. Si il y a un antécédent d'addiction à l'héroïne chez ce patient, il vaut mieux revenir au traitement par les agonistes du récepteur des opioïdes et réduire ensuite progressivement le traitement. S'il n'y a pas d'antécédent d'addiction à l'héroïne, alors là, le tableau est différent. Icro, Christopher, merci beaucoup tous les deux pour vos présentations.